tous, bienvenue. Jeudi, vendredi et samedi prochain s'ouvre le dialogue politique tel que souhaité par le chef de l'État. 9 partis politiques sont invités. Les grands absents sont Restaurer l'Espoir, Union sociale libérale, le Parti communiste du Bénin. Eux ne sont pas invités. Dans ce contexte, quelle issue pour un tel dialogue? Que pensent les absents? Nous le saurons à travers cette émission qui reçoit Dr Fidèle Sonon, conseiller au cabinet du président d'honneur de l'USL. Avec lui, nous aborderons bien d'autres sujets. La question de la fermeture des frontières avec le Nigeria, le non-respect par le Bénin de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Fidèle Sonon, bonjour, bienvenue. Bonjour Virgile et bonjour à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Il est maintenant très clair que votre parti ne sera pas au rendez-vous du 10 octobre prochain. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci Virgile. D'entrée, permettez-moi d'abord de dire que l'idée d'un dialogue national ou politique, peu importe comment on l'appelle, est une très bonne initiative. Donc on peut saluer le président de la République pour cette initiative. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous vous souvenez que l'USL était favorable à une idée de dialogue, un vrai dialogue. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs que nous ayons répondu favorablement à l'invitation du président de la République, chef de l'administration publique, qui a bien voulu régler un problème administratif qui nous prépare à ce dialogue. Et nous avions raison d'être allés parce que ça nous a permis tout au moins de comprendre la conception du dialogue du chef de l'État. La deuxième chose que j'aimerais dire avant de répondre à votre question, c'est que on doit aussi féliciter le président de la République pour avoir eu le courage d'organiser ce dialogue autour de cet objet. Parce qu'il faut que les gens se rendent à l'évidence qu'il n'y a qu'un seul objet, en fait, c'est le toilettage de la charte des partis, de la nouvelle charte des partis politiques et le code électoral. Même si l'ordre du jour n'est pas officiellement communiqué encore. De toutes les façons, le président de la République nous l'a dit clairement lorsque nous étions à la présidence de la République, j'y étais. Et donc, pour moi, je trouve que c'est un courage parce qu'il a eu le courage de faire l'aveu de l'échec de la réforme du système partisan. Parce qu'en définitive, ces deux lois sont le socle de la réforme du système partisan. Et vous voyez, donc, dans la théorie, dans la conception, c'est un échec. Et vous avez vu dans la pratique tout ce que ça a entraîné. Alors, quel sentiment cela nous fait? Moi, je dirais tant mieux. Parce que si nous étions invités, voyez-vous, on serait aujourd'hui dans le dilemme. Le parti serait dans le dilemme de savoir est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas aller. Vous voyez le dilemme dans lequel les FCB sont? Nous, on n'est pas dans ce dilemme, nous sommes sereins, on n'est pas stressés du tout. On n'est pas stressés, et même si on était invité, on n'y serait pas. Et je pourrais vous dire pourquoi. Parce que, non, mais écoutez, monsieur Virgile, vous parlez de dialogue. Moi, je voudrais qu'on convienne désormais pour changer de vocable. Il s'agit d'un monologue prescriptif. C'est un monologue. C'est un monologue parce que, regardez, le président de la République parle de dialogue pour régler une situation. Donc, pour une sortie de crise. La crise, c'est quoi? La crise, à l'origine de la crise, était l'exclusion. L'exclusion de qui? L'exclusion des partis de l'opposition ayant manifesté leur intention d'aller aux élections législatives. Donc, on a exclu des partis de l'opposition des élections législatives. Et c'est ça qui a engendré, c'est l'élément générateur de la crise. Maintenant, vous dites que vous voulez organiser un dialogue pour résorber cette crise. Et curieusement, vous n'invitez aucun des partis victimes de l'exclusion. Vous n'invitez que ceux qui ne se sont jamais plaints de l'exclusion. Et puis encore, l'objet ne porte pas sur l'élément du contentieux. Certainement que vous ne voulez pas organiser un dialogue, c'est un monologue. Cela est à nuancer. FCDB vous dira qu'elle n'a pas été à ces élections, de même que Moël Bénin et le PRD, par exemple. Non, je ne crois pas que ces partis se soient plaints à un moment ou à un autre. Et ces partis n'ont jamais été victimes du blocage administratif
artificiellement organisée par le ministère de l'Intérieur. Donc, lorsqu'on parle de l'exclusion des élections législatives, on sait qui sont exclus. Non, c'est très clair, à moins qu'on veuille jouer. On sait qui sont ceux qui sont exclus. Maintenant, si vous décidez de n'inviter aucune des victimes et vous retrouvez entre bourreaux, ben, moi j'appelle ça un monologue prescriptif. Fidèle Sono, la règle était pourtant très claire et dictée par le chef de l'État. Vous le saviez depuis le 20 juillet dernier. Comment vous vous êtes arrangé pour ne pas vous mettre en conformité avec ce que désirait le ministère de l'Intérieur pour pouvoir prendre part à ce dialogue et pour pouvoir faire savoir vos ressentiments? Merci pour cette question, parce que effectivement, je continue d'entendre que l'USL et un certain nombre de partis ne veulent pas se mettre en conformité des injonctions, des nouvelles injonctions que le ministère de l'Intérieur nous fait. Écoutez, c'est très simple. Hein. Prenons le cas des FCBE. Okay? Là, c'est pratique. FCBE, une partie, il faut préciser, une partie de FCBE a choisi se plier aux injonctions du ministère de l'Intérieur, donc accepter faire une nouvelle assemblée constitutive. Mais regardez, pour nous, la conception du dialogue, c'est le suivant. Nous allons discuter autour, nous, USL, nous n'exigeons jamais la reprise des élections comme un préalable au dialogue. Mais c'était un élément à discuter au dialogue. Alors, nous allons discuter des élections législatives et on nous impose un mécanisme qui nous empêche de dire quoi que ce soit sur les élections législatives. Parce qu'en définitive, accepter aller à une assemblée constitutive, cela veut dire que vous n'existiez pas au moment où on a organisé une élection. Mais comment est-ce que vous n'existiez pas lorsque on a fabriqué une voiture et vous dites après que vous en êtes le propriétaire et l'acheteur? Comment est-ce que vous pouvez démontrer ça? Donc, vous êtes l'acheteur, le propriétaire légitime, mais on vous convainc à avoir un nouveau certificat de naissance qui vous dit que vous êtes né après la fabrication, la date de fabrication de la voiture. Est-ce que vous êtes en mesure, je vais parler de l'opposition aujourd'hui, de remettre en cause ces législatives-là, de remettre en cause la 8e législature en place? Écoutez, ce n'est pas que nous voulons remettre en cause. Ces élections sont en cause. C'est l'élément principal de la crise. Il n'y a pas eu élection législative au Bénin. Non, il n'y a pas eu élection législative au Bénin. Et c'est ça le dialogue. C'est autour de ça que nous devons faire le dialogue. Et cela pourrait, je dis bien pourrait, il se peut bien que si l'autre partie accepte que nous discutions des élections législatives, les résultats attendus pourraient ne pas être forcément, je dis bien forcément, la reprise des élections. De quoi est-ce qu'on a peur? Ça pourrait être un autre mécanisme de sortie de crise. On pourrait s'entendre. Lorsque les gens ne s'entendent pas consensus, tout est possible. Mais c'est un dialogue avant le dialogue. Comment arriver à vous faire entendre? Non, écoutez, nous sommes assez cohérents dans ce que nous disons. Pour ceux qui veulent bien sûr nous entendre, nous avons été artificiellement écartés des élections législatives et nous souhaitons que si dialogue il y a, que si dialogue il y aura, qu'il y ait un certain nombre de préalables. Le minimum, c'est qu'on libère les récépissés, mais qu'on ne demande pas aux partis de se récréer. Parce que ça, c'est des stratégies, tout simplement, en fait, la stratégie d'exclusion se poursuit. Et donc, est-ce que nous avons des moyens de nous faire entendre? Mais bien sûr. Parce qu'en définitive, ceux qui pensent que l'opposition dort, je pense qu'ils doivent continuer de penser, ils n'ont pas fini de penser. Parce que j'entends souvent l'opposition dort, l'opposition ne fait rien. Parce que vous promettez de dormir encore. Non, justement, je voudrais rassurer les gens sérieux, les opposants sérieux, les sympathisants sérieux de l'opposition, que l'opposition ne dort pas. Parce qu'en définitive, lorsque un chef de l'État, après quelques jours d'absence, sort de sa tanière et dit qu'il ne dort pas,
certainement que l'opposition ne dort pas. Écoutez, c'est simplement la stratégie qui a changé. C'est la méthode qui a changé. Et il faut bien que la méthode change. Parce que ceux qui se targuent d'être des politiciens expérimentés, j'aime souvent leur dire ceci. Personne n'est expérimenté de la politique qui a commencé depuis 2016 avec le président Talon. Il faut qu'on ait le courage de se l'avouer. Il y a un bouleversement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un bouleversement. Et tout le monde est en train de faire un nouvel apprentissage. Et donc, n'attendez pas de l'opposition qu'elle adopte la même méthode qu'elle a adoptée, que l'opposition a adoptée, par exemple, pour combattre le régime Yahya Boni. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. En fait, la résistance a changé de stratégie, vous l'avez dit. Et ne comptez pas sur moi pour vous expliquer cette méthode, cette nouvelle méthode. Non, il faut que les gens constatent. Je n'ai pas encore demandé ça. Il faut que les gens constatent tout simplement que lorsque vous avez en face un régime qui vous a prouvé qu'il est capable de tirer à balles réelles sur vos militants, nous, on n'a pas envie de continuer à perdre nos militants. C'est un régime qui est capable de vous démontrer qu'il peut, pour un oui ou un non, mettre les gens en prison. Un régime qui est capable de vous faire des redressements fiscaux fantaisistes lorsque vous avez en face un régime comme ça, qui ne recule devant rien. Et si vous ne changez pas de stratégie et que vous restez dans l'invective et vous restez dans les marches, les communiqués, non, je crois que ça n'est pas la bonne méthode. Et je crois qu'il faudrait que les gens constatent tout simplement que l'opposition ne dort pas. L'opposition travaille. Maintenant, peut-être que l'opposition ne communique pas comme les gens l'auraient souhaité. Justement, vous nous dites que vous avez bien une stratégie, que vous avez changé de stratégie, mais c'est le silence que le public connaît, que le peuple connaît actuellement de l'opposition. Mais je répète, une fois encore, que lorsque vous avez un président de la République qui avoue n'avoir pas le sommeil, qui avoue être préoccupé par des occupations ou des préoccupations nationales et internationales, régionales, certainement, je ne sais pas qui dort. Il n'a pas dit que ce n'est pas le feu des opposants. Ah non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais je dis, lorsque on ne dort pas, ah bon, peut-être que c'est pour la mobilisation des financements que le président de la République ne dort pas. Ce n'est que pour ça? Je ne crois pas. Non, il faudrait que les gens sachent lire. Il faut que les gens sachent lire pour se convaincre aujourd'hui que l'opposition a tout simplement changé de méthode. L'opposition ne dort pas et je crois que c'est au résultat que nous jugerons si nous avons une opposition qui dort, si nous avons une opposition divisée. Et si vous me le permettez, hein, c'est un sujet qui me passionne, la division de l'opposition. Je souris parfois, je dis, mais qui s'en plaint? On va y revenir à travers le cas de la FCBE. Mais dans cette stratégie, vous avez plutôt choisi l'option de la clandestinité, on va dire. Puisque vous n'existez pas officiellement, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez rien faire publiquement, vous ne pouvez vous revendiquer de rien publiquement. On pourrait dire, oui, nous avons choisi la clandestinité lorsque on regarde la proportion d'opposants qui sont obligés de s'exiler, qui sont exilés de force. On pourrait penser que l'opposition a choisi la clandestinité. Une grosse faiblesse. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La lutte saine ne peut pas se mener que de l'intérieur du pays. Et une fois encore, il faudrait que les gens comprennent que la stratégie a changé, la méthode a changé, et je voudrais rassurer les militants et les sympathisants que l'opposition travaille. L'opposition travaille pas forcément d'un front unique, parce que je dis toujours, ne confondez pas l'union avec l'unicité de commandement. Et donc, je vous rassure, M. Vigile, que nous n'avons pas choisi la clandestinité, mais nous avons choisi la préservation. C'est une stratégie de préservation. Parce que, écoutez, je le répète, lorsque vous avez en face, ceux que vous avez en face, vous devez changer de méthode. Et je le dis, c'est à la fin de la journée qu'on connaît, que le joueur de poker connaît combien il a véritablement gagné. Donc, nous sommes en plein jeu et je ne souhaite pas
que nos adversaires pensent que nous dormons et qu'ils ont gagné. Est-ce que les adversaires n'ont pas gagné le coup de la FCBE? La FCBE est aujourd'hui divisée, vous l'avez déjà évoqué. Voilà, ce sujet me passionne énormément parce que, et quelqu'un l'a dit, j'emprunte son idée, lorsque la démocratie interne s'exprime dans les partis, pourquoi est-ce que nous pensons toujours à la division? Ça pourrait être des contradictions, oui, et c'est nécessaire au sein d'un parti. Quand on me parle de division parce que une partie des FCBE a choisi se plier aux injonctions du ministère de l'Intérieur pour obtenir ce qu'ils ont appelé le récépissé du parti, ce n'est pas forcément qu'il y a division. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que FCBE, même l'autre L, les FCBE nouvelle version, est-ce que les FCBE nouvelle version participent au dialogue? La réponse est non. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Parce que si honnêtement, même cette L souhaite convaincre l'autre L par rapport à la pertinence de l'action posée, je crois qu'il ne devrait jamais aller se présenter à ce monologue prescriptif. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que vous observez être une division, évidemment, ceux qui ont orchestré cela, c'est leur objectif. C'est d'obtenir au moins un parti de l'opposition, de la vraie, pour pouvoir dire, nous avons réuni. Donc vous trouvez aussi le pouvoir derrière cela? Ah non, et c'est de bonne guerre. Et c'est de très bonne guerre. Moi je dis, c'est très bien. Si peut-être on était là, on chercherait à crédibiliser ce que nous appelons dialogue, en ayant tout au moins, parce que lorsqu'on rencontre nos amis de l'autre côté en privé, ben, ils nous disent des choses. Ils reconnaissent que mais ça va être une catastrophe si les copains et les coquins se retrouvent pour se caresser et utiliser l'argent du contribuable pendant 3 jours dans un hôtel. Et donc, ils veulent crédibiliser leur affaire, leur machin, en essayant de débaucher quelques individus à qui on miroite les élections municipales. Parce qu'en fait, c'est un gros faux débat. Quand même j'écoute certains militants de l'USL dire, écoutez, vous auriez dû le faire simplement parce que, bon, tout au moins, qu'on aille aux élections municipales. Qui leur a dit qu'ils iront aux élections municipales? Mais c'est ça l'autre question. Qui leur a dit qu'ils iront aux élections municipales? Pourtant, Fidèle Sonor, vous semblez admettre que c'était, disons, un niveau de maturation, la démocratie au sein de la FCBE, que de voir, n'est-ce pas, cette frange faire cette option librement, plutôt. Oui, c'est-à-dire dans le principe, oui. Mais est-ce que c'est pertinent ce qu'ils ont fait? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est très bien que dans un parti, tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec tout. Et dans le même principe, ça peut arriver à l'USL. Dans le même principe, ça peut arriver à l'USL. Et qui vous dit qu'en interne, nous n'avons pas des contradictions que nous gérons? Parlez-nous-en. Ah non, mais écoutez, je dis bien interne. Non, par rapport à cela, justement, est-ce qu'il y a une bonne marge qui voudrait quand même que vous avancez, que vous allez chercher le récépissé? Mais très honnêtement, au niveau du directoire, on n'a pas eu cette difficulté. Au niveau du directoire, on n'a vraiment pas eu cette difficulté. Il y a quelques individus qui se sont posés des questions. C'est des questionnements. Lorsque vous allez, par exemple, à une réunion, il y a forcément des gens, comme on dit, qui réfléchissent tout haut. Ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent vivement, mais ils se disent, bon, est-ce qu'on ne prendrait pas ça d'abord pour dire, bon, c'est un gain, et après, on voit le reste. Et lorsque vous échangez, vous leur expliquez le risque qu'il y a dans cette option, mais ils finissent par se rendre à l'évidence qu'en définitive, c'est nos adversaires qui posent des lapins, et ce n'est pas qu'ils finissent par, comment je vais dire, se ranger. Non, mais ils sont convaincus de la stratégie. La seule stratégie aujourd'hui, c'est de continuer à exiger qu'on nous libère. Parce que le récépissé est là. C'est là.
qu'on nous libère notre récépissé parce que nous avons fait tout ce qui est en notre devoir et notre pouvoir pour obtenir ce papier. D'ailleurs, pour nous conformer à des lois, de mauvaises lois, que nous avons tout le temps contestées. Et c'est ce qui prouve que l'USL est un parti légaliste. Fidel Sono, est-ce que vous ne courez pas un risque, n'est-ce pas le risque de la perte de vos militants, tout simplement? Ah, ça c'est une très bonne question, Monsieur Virgile. Vous savez, ce qui arrive aujourd'hui est une grande opportunité pour l'USL. Ah oui? Ah oui, je l'ai dit en privé, et je le dis aujourd'hui en public. C'est une très grande opportunité pour l'USL. Comment? Parce que je vous ai dit, hein, depuis 2016, il y a une nouvelle politique qui a commencé. À son corps défendant, le président Talon va faire du bien à ce pays. Il faut qu'on cesse de croire que la bonne politique, c'est d'être dans un camp et dès qu'on constate que ça commence à chauffer, on quitte pour aller dans le camp là où il y a un peu plus d'irrigation. Non, je crois que ça doit cesser. Et moi, j'aime bien la manière dont le président Talon réussit à mettre aux ordres nos grands anciens aujourd'hui. Ils sont aux ordres. Ils ne sont pas contents, mais ils sont aux ordres. Ben, il faut que la politique se fasse aussi comme ça. Il faut qu'on choisisse une option et qu'on l'assume. Et c'est très bien. Et donc, je disais que c'est une opportunité pour l'USL parce que nous, dans nos rangs aussi, nous avons certainement, excusez-moi, je n'ai pas pour habitude d'être arrogant, nous avons une marmaille dont nous n'avons pas forcément besoin. Nous avons, comme tous les partis, hein, des racailles. Et c'est bien. La traversée du désert va nous permettre de savoir qui est vraiment opposant et qui ne l'est pas. Et c'est une grande opportunité. Parce que nous voulons des militants. Aujourd'hui, il n'y a pas un enjeu électoral pour qu'on cherche des électeurs immédiatement. On veut des militants. C'est les militants qui vont chercher les électeurs. Et nous voulons de vrais militants. Donc des gens qui croient en notre idéologie, qui croient en nos options, qui croient en la justice. Parce que nous sommes dans le droit. C'est nous qui sommes dans le droit. On nous a demandé de faire du faux. Et nous avons dit, nous ne voulons pas faire du faux. Donc en fait, Talon n'est pas si mauvais. Vous êtes à l'école de Talon quelque part. Non, ben, pas forcément que nous sommes à son école. Nous n'apprécions pas sa méthode. Vous évidemment comment il a réglé les anciens, comme vous dites. Non, évidemment. Il y a de bonnes choses qui se font dans le pays. Ah non, attendez. Écoutez, vous n'allez pas me dire qu'en 5 ans... On parle de Talon. Non, ben, bien sûr, c'est lui qui est le chef. Il fait certainement... Non, mais attendez, je vais vous donner un exemple. La fois passée, moi, je suis descendu à l'aéroport de Cotonou. Honnêtement, j'ai aimé comment, vraiment, parce que depuis des années, ça m'a toujours irrité lorsque je viens et puis je commence à remplir des papiers, etc. Ben alors, ça, c'est bon, il faut le dire. C'est une très bonne chose. Comment on l'a fait, etc. L'efficience, on peut aller voir dans les détails. Mais là, au moins sur le plan de l'efficacité de ce que mon aéroport était et ce que c'est aujourd'hui, c'est un exemple que je jette pour vous dire qu'on est dans une opposition constructive, une opposition... Et c'est ça l'élégance aussi, hein, autour à l'USL. C'est-à-dire, quelqu'un comme moi est capable de venir dans un débat et de dire quelque chose qui est bien fait sans me faire taper sur le doigt. Mais je défie quelqu'un qui est aussi proche du président Talon venir dire ce que l'opposition fait de bien, eh ben, il sera viré. Et c'est ça aussi l'élégance à l'USL. Dans tout ça, les nouvelles du patron, les nouvelles du président d'honneur de l'USL, quelle est sa position? On sait qu'il est directement concerné par cette exclusion. Oui, sa position est très claire. Tout le monde le sait. Sa position est très claire. Il est victime d'une injustice criarde. Et effectivement, il n'entend pas se laisser faire. Et nous qui sommes donc derrière ce leader, nous l'appuyons totalement dans cette démarche. Parce que nous sommes dans le droit. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas eu une condamnation définitive, on ne va pas revenir dans les détails. Et ça, c'est notre code de procédure pénale qui le dit. Et c'est des juristes de haut niveau là, qui animent cette affaire. Et ils connaissent ça. Même si on reste au Bénin, quoi. Même si on reste au Bénin, quelqu'un qui n'a pas écopé d'une condamnation définitive, on lui oppose cette fantaisie de condamnation prononcée par une cour qui est totalement anticonstitutionnelle, et cela a été confirmé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous voulez parler de la CREAT? Mais tout à fait. D'abord, on reprend un procès pour lequel il n'y a jamais eu d'appel.
personne de l'autre côté n'a été capable de nous démontrer. Et ça, on peut dire, ça c'est usage de faux. Personne n'a été capable de nous démontrer qu'il y a eu un appel régulièrement formé contre la décision rendue par le tribunal de première instance. Donc, le monsieur a été relaxé, tout simplement. Mais puisqu'il ne faut pas qu'il reste en liberté, évidemment, c'est une lucidité politique. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est de bonne guerre. C'est une lucidité politique de l'autre côté. Mais puisqu'il ne faut pas qu'il reste en liberté, c'est très dangereux. On a récupéré, on a fabriqué une cour spéciale pour récupérer ce procès. Et vous, tout le monde sait les conditions dans lesquelles ce procès a eu lieu. Et on a saisi une instance internationale. Et il faut que les gens comprennent. C'est très important cet aspect que je veux développer. La Cour africaine des droits de l'homme n'est pas une juridiction autre. Non, c'est une juridiction béninoise. Il faut que ça soit très clair. Comment? Mais c'est une juridiction béninoise et est au-dessus des autres juridictions. Je précise encore, c'est deux éléments importants. Le Bénin a ratifié la convention, les traités craignant cette cour, l'a intégrée dans sa constitution, et donc les décisions de cette cour s'imposent au Bénin. Mais mieux, je vais vous dire, et c'est là où c'est gênant. Le 2 poids 2 mesures, c'est très gênant. Tout récemment, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, un juriste de haut niveau, n'est-ce pas, a fait allusion dans une décision rendue par la Cour constitutionnelle concernant un ancien juge qu'on a réhabilité, a fait allusion à la Cour africaine des droits de l'homme. Dans une décision, et ça existe, hein, tout récemment. Ça veut dire quoi? Nous reconnaissons la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une institution, institution judiciaire supra, mais qui fait partie du corpus, de notre corpus judiciaire. N'est-ce pas deux niveaux? La Cour constitutionnelle et le gouvernement, ce n'est pas la même chose. Ah non, non. Écoutez, on peut confondre. Heureusement que vous souriez un peu. Non, heureusement que vous souriez un peu. Non, écoutez, ça devrait être deux choses différentes, mais lorsqu'on voit les accointances entre celui qui est le patron de la Cour constitutionnelle et le gouvernement actuel, normalement, il devrait lui souffler, donc à ce gouvernement, que mais attends, ce que nous faisons, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux parce que nous reconnaissons entièrement cette Cour. Qui a dit d'abord, arrêtez-moi cette affaire, parce que l'hémorragie, arrêtez-moi l'hémorragie. C'est ce que la Cour a dit d'abord, hein, et je ne comprends pas cet entêtement. La Cour a dit, arrêtez-moi l'hémorragie. C'est si grave que la Cour a dit, arrêtez-moi l'hémorragie avant que je ne vois clair. La Cour est revenue dire, en cohérence avec sa première décision, annuler cette décision qui est totalement contre tous les droits de l'homme, contre votre propre constitution, etc. Annulez-moi ça. La Cour a condamné votre radio, a condamné la fermeture de votre radio, la Cour a condamné la fermeture de Sika TV, la Cour a condamné la fermeture de Socotra, etc., etc. Et rend cette décision. Et comme vous le savez très bien, il y a une autre décision, comme disent mes amis québécois, qui s'en vient. Donc, la sanction pécuniaire. Et vous voyez un gouvernement qui s'entête, qui ne veut pas respecter les décisions de cette cour, de cette noble cour, alors que son chef, il ne faut pas que nous ayons la mémoire courte, son chef, de l'autre côté, a dit dans ce pays qu'un gouvernement, qu'un pays qui ne respecte pas les décisions de justice, je ne continue pas. Parce que je n'ai pas envie d'être arrogant. Il l'a dit. Mais c'est lui qui est là. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais comprendre. Mais lui qui a été victime de tout ça, qui fait ça, franchement, on ne devrait pas être fier. On ne devrait pas être fier. Donc, moi, je pense qu'il est temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Parce que j'entends dire déjà que, oui, les sanctions pécuniaires vont tomber et les spires du gouvernement vont commencer à dire, ben oui, voilà, Sébastien Javon, il n'est pas patriote. S'il était patriote, il n'allait pas condamner son pays à de si colossales sommes d'argent à payer, alors que, voilà, le contribuable, etc., on va commencer à surfer sur l'aspect politique. Et même si le président Sébastien Javon devait renoncer à ça, cela lui appartient à lui et à lui seul.
Parce qu'il ne sera pas, dans ce cas, le premier. Il ne sera pas le premier, même s'il décidait à le prendre, cet argent. Et donc, il faut que les gens comprennent, si ils ont un conseil à donner, c'est de dire au gouvernement, respectons cette décision, parce que ça pourrait être une situation aggravante. Ah oui, je le dis. Je ne dis pas que la sanction pécuniaire est liée à l'entêtement, mais ça pourrait être une situation aggravante. On devrait revenir sur ce sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui à l'USL, on est capable, n'est-ce pas, d'être comme à la FCBE, comme vous l'avez établi vous-même, assez démocratique, assez démocrate, au point de dire, bon, disons, l'enjeu est tel qu'il faut qu'on tourne la page des législatives et qu'on aille de l'avant, tout le contraire de ce que penserait le président d'honneur, par exemple, vu ce qu'il vit. Non, en fait, dire que c'est le président d'honneur qui le pense, c'est très réducteur. Parce que la réalité, ce n'est pas ça. Je ne fais pas la langue de bois. Je suis proche de lui et je peux vous le dire. Il y a des gens qui sont plus, je vais dire, plus extrémistes dans cette question que lui. Les militants peuvent faire son combat. Non, non, justement, je dis, c'est pour rectifier en disant que ce n'est pas ce que veut le président d'honneur nécessairement, parce que c'est lui qui a été la principale victime dans cette affaire, etc. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est une question de démocratie. Parce qu'au-delà de l'USL, de la participation de l'USL ou non à des élections législatives, il s'agit de la vie démocratique de notre pays. Parce que les gens perdent de vue quelque chose qui est déjà en train de se passer. Koslepi, j'ai suivi sur l'ORTP hier, Koslepi ou je ne sais pas quoi, les instances là qui doivent reprendre la liste sur le terrain. Oui, et on dit, bon, dirigé par tel de BR, dirigé par l'adjoint ou je ne sais pas, le démembrement de Koslepi. Et c'est exactement ce qui se passe dans le pays. Toutes les autres institutions seront monocolores. C'est ça le danger. Le danger, ce n'est pas histoire de reprendre nécessairement les élections législatives. C'est pour ça que je dis, si on avait permis que le dialogue tourne autour des élections législatives, il se peut bien, je dis il se peut parce que je ne suis pas un devin, il se peut bien que le résultat qui va sortir de ce vrai dialogue ne soit pas forcément une reprise. Les délégués peuvent s'entendre pour dire non, non, écoutez, on ne reprend pas, mais on trouve un autre mécanisme. On trouve un autre mécanisme pour légitimer ce Parlement que nous avons. Parce que ce Parlement n'est pas légitime. Et ça, je crois que même lorsque vous voyez des parlementaires eux-mêmes dire que la légitimité de ce Parlement pose problème, ça commence par donner raison à l'opposition. Donc la question, c'est de la défense de la démocratie. C'est-à-dire quoi? Du fait du mécanisme de désignation des membres des autres institutions, on devrait reparler de cette affaire. Ce n'est pas une question de USL, FCBE. C'est la vie démocratique de notre pays qui est en jeu. Et cela devrait se faire à travers un dialogue, on y revient là. Il avait cette initiative qui avait commencé, enclenchée par le clergé catholique. De votre point de vue, est-ce que c'est rangé? Est-ce que c'est le chef de l'État qui donne ainsi clairement son point de vue par rapport à ce que faisaient les catholiques? Non, vous voyez, très bien, votre question me permet de réitérer qu'il s'agit, dans cette conception-là, il s'agit de monologue prescriptif. Parce que le clergé, qu'on les aime pas, ils ont quand même des antécédents qui parlent pour eux. C'est des gens qui ont conduit ce que nous savons dans ce pays et ils l'ont très bien fait. Ça a été tellement si bien fait que c'est devenu une école dans le monde. Ça veut dire qu'on peut leur faire confiance. Ils se sont proposés d'animer, d'être donc le facilitateur de ce dialogue. On en était là. Le clergé a commencé par inviter les parties prenantes, les vrais, pour commencer à les écouter. Et Vlan, c'est le chef de l'État qui prend la main. D'ailleurs, il a dit, hein, c'est moi qui ai la main. Et bien, il prend la main. Il dit non, 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 c'est... Voilà. Et puis, on n'entend plus parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais on n'entend plus parler de ça. Le clergé, je les comprends. Ils ont parlé un langage diplomatique. Ils ont dit non, ils n'ont pas abandonné. Mais le résultat est là. Ça se constate. Silence radio. Et c'est plutôt le président de la République qui, lui-même, est parti dans cette affaire.
Vous ne pouvez être parti. Il n'a pas dit lui-même, mais on a entendu beaucoup de ses proches le dire, on reproche au clergé d'être trop proche de certains partis de l'opposition, de l'USL notamment, ou de son président d'honneur. Ah, comme le dirait l'autre, je ne le savais pas. Ah bon? Ça, je ne le savais pas. Roger Bouillon, par exemple, est passé ici, le dit clairement. Ah oui, lui aussi l'a dit. Ah bon, il est... Non, écoutez, est-ce que le clergé est proche de la vérité, ou proche de l'USL, ou proche de l'opposition? Non. Vous savez, la neutralité ne veut pas dire tout le temps qu'on n'appuie aucune option. Hein. Lorsque vous voyez que la vérité est d'un côté, vous pouvez donner l'impression d'être partisan. Non, non, il faut que ça soit clair. Moi, je ne crois pas que le clergé soit favorable à... Donc, on dirait alors que le clergé était contre le président Mathieu Kérékou lorsque le clergé a choisi le côté du peuple pour qu'on aille à la conférence nationale. Non, je ne crois pas. Ça, c'est des arguments de mouvanciers. Vous êtes tout de même d'accord que pour qu'on accepte un médiateur, il faut qu'il soit accepté des deux côtés. Mais justement, regardez ceux qui ont rejeté. Regardez ceux qui ont rejeté le clergé comme médiateur. Je dis bien, regardez ceux qui ont rejeté le clergé comme médiateur. Le président de la République, on a beau dire le contraire, c'est une évidence, c'est lui le géniteur des deux partis politiques. Ils vont prendre des instructions chez le président. Moi, je ne lui en veux pas. Hein. Ça participe de sa stratégie. Mais qu'on assume. On ne peut pas être parti. Parce que là, on dit dialogue, c'est au moins deux. Au moins deux. Donc, on ne peut pas être parti et juge. On ne peut pas être une partie prenante et dire « je conduis le dialogue ». Ça va être un monologue, comme on en a eu droit à plusieurs choses là. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous trouvez franchement sérieux que le président de la République conduise, excusez-moi, ce machin-là? Il est président de la République. Moi, j'ai eu le privilège d'être à la présidence de la République. Vous voyez un monsieur qui est président de la République, il est dans l'étoffe du président de la République. Un président de la République a des privilèges. Je ne peux pas dire n'importe quoi au président de la République. Lui bénéficie de ça. Le président de la République peut dire, ben vous mentez, mais je ne peux pas lui dire, parce que je serai frappé d'outrage. Et c'est lui qui veut conduire un dialogue aussi sérieux, où il y a eu mort d'homme, où il y a eu tout ce que nous savons. Alors qu'on parle de dialogue franc. Vous savez ce qui s'est passé à la présidence? Je vais vous dire, ça fait rire. Moi, j'ai vu des gens, pour parler au président de la République, « Excellence, monsieur le président, on vous remercie d'avoir machin. » Et pendant 2 minutes, on n'a même pas commencé à dire ce qu'on veut dire. Mais c'est ce qui va se passer, c'est quand là, de 10, combien là? C'est ce qui va se passer. Ils vont se caresser et se séparer. Or, c'est des choses graves. On doit... Le président de la République, même son statut ne lui permet même pas de se mêler de cette affaire. Il n'est pas encore annoncé que c'est lui qui va conduire. Hein, il a été très clair. Il a été très clair. C'est lui qui a la main. Il a été très clair. Peut-être que avec le temps, il va changer d'avis et mettre quelqu'un d'autre, mais ça va être la même affaire. Pour nous, ça va être la même affaire. Il faut un personnage, il faut une personnalité neutre, consensuellement choisie. Je suis d'accord, ils peuvent dire non, on ne veut pas le clergé. C'est leur droit. Mais si on ne veut pas le clergé, il faut bien qu'on choisisse quelqu'un, mais qui n'est ni USL, ni FCBE, ni le président de la République. Quelqu'un accepté de tous. Quelqu'un accepté de tous. Et ça, on peut le trouver. Est-ce que vous avez des noms, je ne vous demande pas de dévoiler, mais est-ce que vous en avez comme ça? Vous avez des personnes? Non, on a des personnes morales, on a des personnes physiques qui peuvent jouer ce rôle, si on le veut. Et si on veut vraiment... Ici au Bénin? Ben, on en a au Bénin, on peut faire un mécanisme mixte. On peut trouver, si on veut vraiment parler de cette affaire, on va en parler. Mais en vérité, je vais vous dire, ils ne veulent pas en parler. Mais ils ont la phobie. Parce que je ne comprends pas pourquoi tous les amènent à croire qu'on va reprendre. Non, mais il se peut que ça ne soit pas la reprise. Je ne dis pas que c'est la position de mon parti. Hein. C'est pas ce que je dis, mais là, je suis en pleine réflexion. Je dis, mais allons discuter. Il se peut que ça ne soit pas la reprise. Il se peut que le gouvernement ait des arguments qui convainquent l'opposition qu'on ne reprenne pas forcément les élections, mais qu'on trouve un mécanisme
je le répète, pour légitimer. On peut leur trouver des béquilles. On peut trouver des mécanismes. Donc, je crois que les gens ne veulent pas. Ils veulent continuer dans cette espèce de monolithisme. Et puis, c'est dommageable pour le pays parce que les conséquences, vous allez commencer à le voir. Hein. Ce Parlement-là ne fera pas de contrôle d'action du gouvernement. Ah non, vous ne pouvez pas. Fédère Sono, si les choses étaient conduites de cette manière-là, que le dialogue politique tel que voulu par le chef de l'État allait à son terme, qu'est-ce que vous faites? Qu'adviendra-t-il du lendemain? Très bien. Ça, c'est une hypothèse, n'est-ce pas? Je suis heureux que cette hypothèse ne se réalisera pas. Parce que je sais que FCBE, nouvelle version, n'ira même pas. Donc si, malgré ça, le président de la République organise ce dialogue, nous serons là comme spectateurs. On est curieux, on est très curieux, parce que, comme je l'ai dit, c'est un monologue. Et je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être dire qu'ils ont toiletté le code électoral, la charte des partis, ils vont l'envoyer à leur parlement pour voter cette affaire, mais ça n'aura pas réglé la crise. Et c'est ça le truc. Ça n'aura pas réglé la crise. Le président de la République a envie de travailler. Les questions de développement. Le président de la République, je sais qu'il a envie de réussir son quinquennat. Vous serez absent à ces communales, à ces municipales? Moi, je ne peux pas le dire encore. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un devin. Nous souhaiterions bien. Vous allez finir par vous résoudre d'aller quand même faire cette nouvelle assemblée et aller retirer votre récépissé? Non, si aujourd'hui... C'est une possibilité. Non, si aujourd'hui le président de la République instruit son ministre de l'Intérieur pour lever le coude et nous dit, venez chercher votre récépissé, nous irons chercher. Donc, ça, il faut que ça soit clair. la condition d'un nouveau congrès, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur. Ah non, l'USL, nous avons pour qualité d'être cohérents. Non, nous sommes cohérents. Nous dit, on ne fera pas cette affaire. Non, mais ça ne répond à rien. Juridiquement, vous voyez, on les a poussés à faire du faux, là. Et vous avez vu toute la difficulté que M. Humpé, que je respecte beaucoup, a eu à répondre à vos questions ici. Il a eu d'énormes difficultés parce que moi, j'étais aussi au ministère de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est exactement ce qu'il suggérait avec ses cadres. Écoutez, faites simulacre, etc. Les gens qui sont si respectueux de la loi, les gens qui nous chantent tout le temps la loi, il faut être rigoureux, c'est eux qui nous proposent ça. Et après, c'est la même personne qui va vous dire, mais attends, on sait bien dans quelles conditions vous avez fait votre congrès. Non, écoutez, nous, on ne tombe pas dans ça. On est lucide, autant que eux, dans leur stratégie, nous avons les nôtres. Et puis voilà, on verra bien la suite. À l'USL, vous n'avez pas peur de l'hémorragie qui va s'en suivre? Je veux parler de vos militants qui vont aller soit au BR, soit à l'Union progressiste ou Moël, ou je ne sais pas, les partis à même d'aller aux élections communales. Vous savez, Virgile, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu qui transcende des élections. Si la raison pour laquelle des militants vont quitter USL, ce n'est que pour aller se faire positionner sur des listes, encore que, je les préviens, ils ne l'auront pas. Si ce n'est que ça, alors je suis pressé de les voir partir. Parce que... Mais un parti, c'est des militants. Qu'est-ce qui restera? C'est des militants. Un parti, c'est des militants, mais je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas le nombre de militants qui fait un parti, mais c'est les militants qui sont capables, qui sont en capacité d'aller chercher des électeurs. Pour animer un parti, on n'a pas besoin 20 000, 50 000, 1 million d'adhérents forcément. Hein. Non. C'est véritablement des gens convaincus. Et si tout ce qui arrive aujourd'hui nous permet de faire cette purge-là, ben, on a envie d'être léger. On a envie d'être léger. Pour voir clair, on a envie d'être léger. Franchement, si ce n'est que parce qu'on veut aller aux élections municipales, parce qu'il y a un autre piège. Je ne le dis pas pour leur faire peur, mais je le dis au cas où, de bonne foi, ils ont oublié qu'il n'y a aucun enjeu dans les élections à venir. Les élections qui viennent là, je ne parle pas de présidentielles, hein, des communales, il n'y a aucun enjeu. Aucun enjeu. Vous savez ce qui va se passer au milieu des cas? Vous savez ce qui va se passer? Supposons qu'un parti de l'opposition aille à ces élections. À coup sûr, ils vont gagner. Ils vont rafler tout. Et c'est de ça que les gens avaient peur. Ils vont rafler tout. L'opposition ou... Ah oui, cette opposition qui déciderait
de faire de la compromission pour aller à cette élection, qu'est-ce qui va se passer? Si elle va, bien sûr, parce qu'il peut y avoir d'autres stratégies pour l'écarter. Si elle va, vous savez ce qui va se passer? Tu vas rafler 98% des maires, et 6 mois après, on te les prend tous. Donc tu auras fait des efforts pour rien. Hein? Et si tes maires à toi ne vont pas en prison. Donc en définitive, il n'y a aucun enjeu. Lorsque les maires sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ou de... oui, c'est bien ça, hein, ou de la décentralisation, ce mécanisme-là, il n'y a aucun enjeu, il n'a aucun pouvoir. Donc en définitive, pourquoi se battre, faire des compromissions, ce déni pour aller à une élection non, qui n'en vaut pas la peine. Non, je crois que allons doucement, faisons les choses correctement. Sont-ils dissociés? En tout cas, certains voient, derrière la fermeture des frontières du Nigeria, certains voient l'opposition. Écoutez, moi, je crois qu'il y a des problèmes réels. Il y a des problèmes réels. Vous vous souvenez que moi, il y a quelques mois, lorsque le Bénin provoquait le Nigeria, je dis bien provoquait le Nigeria, je prévenais déjà. J'ai dit, mais attendez, j'ai peur des représailles. J'ai fait une émission sur la question et il faut que les gens se souviennent qu'en 2016, à l'arrivée de ce gouvernement, en 2016, le gouvernement actuel a pris des actes. C'était au temps du DG Pierre Claver Tossou. Ils ont pris un acte administratif pour interdire l'entrée au Bénin par les frontières d'un certain nombre de produits. Ça, en ce moment, il n'y avait pas les normes communautaires. En 2018, tout récemment encore, ils ont pris la même décision qu'ils ont rapportée, bien sûr. Ça va la deuxième provocation. Troisième provocation, vous interdisez à quelqu'un comme Dangote de vendre son ciment, qui est un produit fabriqué entièrement, à près de 98%, si mes données sont bonnes, dans la zone CEDEAO, vous interdisez, sous prétexte que nous aussi, nous en fabriquons. Et en ce temps, j'ai écouté des régimistes dire « Oh, mais c'est du protectionnisme ». Et je disais « Faisons très attention ». Et lorsque Dangote dit « We're going to tell our government to take drastic measures against Benin », on va demander à notre gouvernement de prendre des mesures drastiques contre le gouvernement béninois. Lorsque quelqu'un comme Dangote disait ça, mais on devrait s'en presser pour enclencher la diplomatie, le mécanisme de la diplomatie. Mais non, on était là, on jouait, alors que le chef de l'État actuel est bien placé pour savoir ce que représente quelqu'un comme Dangote dans la politique d'un pays. Parce que lui, on sait ce qu'il représentait dans le jeu politique jusqu'à devenir président de la République. On sait que ça, quand ces gens-là disent ça, ils ne blaguent pas. Donc, n'allez pas dire aujourd'hui l'opposition est derrière, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ceci. Le gouvernement a la responsabilité entière de prendre toutes les démarches, d'entreprendre les démarches pour la réouverture de cette frontière. Et le gouvernement sait ce qu'il doit faire. Les gens ont été clairs. Il faut que nos parlementaires, il faut que certaines personnes dans ce pays commencent à capter les chaînes nigériennes pour écouter ce qui se passe. Les autorités nigériennes sont très claires. Ils ont dit clairement ce que le Bénin doit faire pour que la frontière soit réouverte. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Les gens vous disent, prenez un acte. Le gouvernement nigérien ne demande pas forcément aujourd'hui, suivez bien les débats là-bas, le gouvernement nigérien ne demande pas forcément la matérialité de l'arrêt de la réexportation du riz au Nigeria. Le gouvernement nigérien ne demande que la manifestation d'une volonté gouvernementale. Prenez un acte comme le Niger. Ils ont même comparé le Bénin au Niger. Comme le Niger pour dire, nous interdisons, faites même un simulacre s'il le faut. Nous interdisons. Moi, si j'étais le président de la République, je vais à la télévision. Non seulement je prends l'acte et je dis, quiconque va le faire, sachant bien que, vous savez, de tout le temps, le commerce entre le Niger et le Bénin, ça s'est fait et ça va se faire, ça va continuer à se faire. Ça va continuer à se faire. Donc, vous pouvez même prendre cet acte-là officiellement et même négocier un moratoire. Mais il y a un acte de la douane dans ce sens. Pour interdire un certain nombre de produits sur le Nigeria. Un certain nombre de produits. Ouais. Non, mais vous savez que cette affaire-là, c'est pas sérieux, non? Non, c'est pas de ça que le Nigeria parle. Non, les gens mélangent. Les gens mélangent. On connaît les normes communautaires. Les normes communautaires disent clairement les produits
qui ne sont pas fabriqués. Le manioc est fabriqué, produit au Bénin, etc. Non, ce n'est pas de ça que le Nigeria parle. Et ils savent bien. Ça, c'est une distraction. Ce dont nous parlons, est-ce que c'est si compliqué de prendre un acte, même du président de la République, pour dire nous interdisons la réexportation du riz sur le Nigeria. Même si dans la pratique, ça pourrait continuer. C'est des choses qui se négocient. Est-ce que le problème du Nigeria est seulement économique lorsque on rajoute à cela, n'est-ce pas, le paiement d'une dette de 21 milliards de francs CFA, une dette d'électricité? Mais écoutez, vous savez, je disais tout à l'heure que c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Lorsque vous décidez de ne pas respecter les normes communautaires, de ne pas respecter des traités que vous-même vous avez signés allègrement, etc., lorsque vous décidez de tenir tête à tout le monde, peut-être que ça marche à l'intérieur, mais ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marche pas à l'extérieur. Et donc, il faut comprendre. Et ça, il faut pas faire la langue de bois. Aujourd'hui, c'est une crise politico-économique. Certains parlant justement d'entêtement, on dit plutôt que c'est parce que le chef de l'État n'a pas écouté, n'est-ce pas, Abuja n'a pas écouté Boiré pour les dernières législatives. Mais vous avez vu combien de délégations sont venues ici? Vous avez vu les va-et-vient? Mais on dit la même chose. On dit, mais attendez, mais les gens nous observent. Les gens nous observent. Et vous savez combien ça représente le poids de ce commerce avec le Nigeria dans la mobilisation des ressources internes? C'est énorme. Donc, moi, je dis, le gouvernement a tout intérêt à régler cette affaire. Et donc, moi, je dis, c'est pas une histoire de dire l'opposition est derrière ou pas. Bon, c'est les mêmes personnes qui disent que l'opposition dort. Bon, maintenant, finalement, qui dort? Moi, je ne sais plus. Chose visible, chose concrète, dans cette crise de fermeture de frontières, on a vu, vous l'avez appelé tantôt, Dangote aller voir Diavon à Paris, et cela a été affiché, n'est-ce pas, une autre provocation de plus. Mais comment voulez-vous? Des amis de longue date doivent continuer à se voir. On peut se voir. Qui dit que c'est de ça qu'ils ont parlé? Publiquement. Qui dit que c'est de ça qu'ils ont parlé? C'est des amis, vous comprenez que des amis, c'est certainement que le président Talon connaissait Dangote. C'est pas parce qu'il est devenu président de la République qu'ils vont arrêter de se fréquenter. Donc c'est pas parce que l'autre est en exil aujourd'hui qu'ils vont arrêter de se fréquenter. Et puis, bien entendu, non, très honnêtement, moi je crois que M. Sébastien Aljavon aujourd'hui, sans fausse modestie, est un expert de cette question. Et moi je pense qu'il est temps qu'on rassemble tous les fils de ce pays pour demander mais comment est-ce qu'on réorganise. Parce que ce que le Niger nous demande là, c'est la réorganisation de notre structure économique. Hein. Et ça, on se lève. Quand j'entends des rupturiers dire oui, c'est une opportunité, ça me fait rire, ça me fait sourire. J'ai dit, mais on se lève là un matin et puis on dit bon, on peut faire ça. Est-ce que les gens savent combien ça représente dans la mobilisation des ressources internes? Non, les gens s'amusent. Il faut ramener la balle à terre, rassembler tous ceux qui ont l'expertise de cette question pour dire comment on fait, non seulement pour résorber de façon ad hoc, conjoncturellement, ce problème, mais de façon structurelle, comment on fait? Il y a des gens qui ont la solution. Hein. Donc, il faut pas écarter des fils de ce pays qui ont certaines compétences. Les fils dont vous parlez, vous faites allusion à Sébastien Aljavon? Ah non, mais ça, entre autres personnes. Mais entre autres personnes. Mais il a une ressource. Il a une ressource. Tout le monde sait ce qu'il pesait. 35 milliards en moyenne par an dans les recettes internes. Ça n'est pas rien. Et aujourd'hui, voilà, ça pourrait contribuer à réaliser certains projets du PAG qui sont en souffrance. Hein. Fidèle Sonon, pourquoi, de votre point de vue, le gouvernement a gardé le silence sur cette affaire aussi sérieuse, comme vous le décrivez, cette affaire de fermeture de frontières? Pourquoi le gouvernement a gardé le silence sur cela? Non, mais c'est vrai, c'est vous qui posez des questions ici, mais j'ai envie de retourner la question à nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est trop curieux. C'est curieux que... Mais c'est un problème sérieux. Mais, je vais vous dire quelque chose. Le président de la République a dit qu'il ne dort pas, et c'est vrai. Ça, non, c'est sérieux. Il dit qu'il ne dort pas. Il est très préoccupé. Et ça, c'est vrai. C'est peut-être qu'il a choisi de ne pas communiquer. Le gouvernement... le sommeil, la fermeture des frontières? Non, le gouvernement ne dort pas. C'est vrai. Le gouvernement ne dort pas. Pas plus que l'opposition ne dort. Le gouvernement, le président notamment, ne dort pas. Il ne faut pas que... j'entends que oui, le gouvernement ne fait rien. Non, le gouvernement fait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est pénible. Hein,
beaucoup laborieux parce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire, qui n'ont pas fait, qui n'ont pas faites, pardon. Et donc, c'est plus pénible, certes, mais on finira par y arriver. Parce que personne n'a intérêt à ce que cette frontière demeure fermée. Parce que quand j'entends l'opposition est derrière, tout ça, non, personne ne devrait s'en réjouir parce que c'est des pertes énormes. Et vous savez ce qui va arriver? Nous, on aspire à gouverner ce pays. Si on aspire à gouverner ce pays et que cette fermeture se poursuit et que la mobilisation des ressources internes pour alimenter le budget diminue drastiquement et qu'on soit obligé d'aller emprunter davantage de l'argent, évidemment, un régime pas, le gouvernement c'est une continuité, hein, donc vous allez hériter de tout ça, donc c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut que ça se résolve très rapidement et que, bon, tout aille très bien. Tout le monde veut que le quinquennat du président Talon se fasse très bien. Et c'est ce qu'un bon opposant doit d'ailleurs souhaiter, parce que tu as envie d'hériter de grands actifs et non de gros passifs. Et voilà, donc nous on est dans cette dynamique-là que les choses se résolvent très vite, mais il faut que les gouvernants prennent leurs responsabilités. C'est ce que je ne vois pas tout à fait maintenant. C'est-à-dire c'est des fuites en avant, soit c'est l'opposition, soit... Et puis, vous voyez, c'est deux poids, deux mesures. C'est vous qui avez provoqué un géant. Et moi, je disais, on ne provoque pas ces gens-là impunément. 3 fois, sinon 4 fois. Et puis oui, les gens disent, non, non, c'est du projet. Vous protégez quoi? On protège quoi? Non, on est obligé de... Vous voyez, je vais prendre un exemple. L'ALENA, c'est comme un peu notre CEDEAO, là, au niveau de l'Amérique du Nord. Le Canada, les États-Unis, le Mexique. Mais le Canada, il y a plein de trucs que les États-Unis font qui ne lui plaisent pas, mais tout. Mais il a beau être un grand pays, parfois on fait profil bas parce que le Canada n'a pas envie d'enclencher une guerre économique avec les États-Unis. Et alors quand ces grands pays le font, c'est pas à nous de jouer les John Brie, là. On prend la mesure des choses et non, c'est pas partout qu'on expérimente son rapport de force. Moi, je pense que ça n'est pas sérieux. Il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais dites, on n'a pas entendu le gouvernement, c'est une chose, mais pas plus qu'on a entendu l'opposition non plus. On n'a pas entendu l'opposition. Non, je crois qu'on a entendu l'opposition. L'opposition, peut-être, est-ce que les gens espèrent que toute l'opposition sorte pour faire une conférence de presse? Moi, j'ai entendu des partis de l'opposition. C'est pas un sujet sérieux, c'est pas un sujet aussi important? Ah oui, c'est un sujet très important. Et bon, vous voyez, j'en parle là aujourd'hui et je dis au gouvernement ce qu'il doit faire pour que... Parce que moi, j'ai entendu ce qu'il doit faire pour qu'on rouvre les frontières. Donc, il suffit que le gouvernement fasse cela. Et je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Bon, ben, peut-être que ceci explique cela. Peut-être que ceci explique cela. Ben, nous allons à présent recevoir les auditeurs qui peuvent nous appeler au numéro qu'ils connaissent, hein, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Bonjour. Vous êtes en direct, bonjour. Allô? Quelques difficultés hein, avec la ligne, me semble-t-il. On essaie encore, bonjour. Bonjour. « 64 44 02 44 66 75 72 72 avec René Tatou à la technique. Enfin l'auditeur. Non. Allô? Bon, décidément de gros soucis à la technique. Nous allons donc revenir dans ce studio. Vous l'aviez abordé et je n'ai pas voulu trop approfondir hein, la Cour africaine des droits de l'homme, puisque vous aviez semblé avoir vidé déjà le sujet. Mais on en est où concrètement par rapport à ce dossier aujourd'hui? Ce dossier, tout le monde a pris acte du non-respect de la décision d'annuler celle de la criette prononcée par la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que la fin du mois de septembre consacre le non-respect. La Cour lui a donné au Bénin 6 mois pour respecter et lui faire un rapport. Le Bénin n'a rien fait. On le constate. Et vous savez aussi que dans les prochaines semaines,
la Cour doit se prononcer sur la sanction pécuniaire. Parce que lorsqu'il y a abus des droits de l'homme, etc., c'est toujours accompagné d'une réparation des dommages causés à cette personne. Donc, voilà les sanctions qui vont suivre. Et je disais tantôt, moi je ne suis pas les juges de la Cour, mais je crois que l'entêtement, le non-respect pourrait être une situation aggravante. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, contrairement à ce que les gens disent, que oui, le Bénin ne risque rien, ça me fait sourire. Ils ont déjà la preuve que lorsqu'on ne respecte pas les normes, que tout le monde s'est donné, qu'on a rectifié soi-même, on a des conséquences. Avec la situation du Nigeria, on a déjà une leçon. Qu'on ne continue pas de penser qu'on peut se foutre des institutions internationales tout le temps et ne rien risquer. Mais on peut continuer à le dire. Ce qui va suivre, c'est la saisine de la conférence des chefs d'État. Ce qui a été déjà fait par les avocats de M. Sébastien Javon. Et donc, je présume, moi je ne sais pas comment fonctionnent les chefs d'État, je présume que cette question est déjà en débat, ce qui pourrait justifier, enfin, ceci pourrait expliquer cela, mais nous, on n'est pas dans le secret des dieux, mais tout ce qu'on sait, c'est que bientôt, ça également, c'est un mécanisme prévu par la Cour ou c'est parallèle? Non, c'est un mécanisme qui est prévu lorsque la Cour prend des sanctions, des décisions qu'un pays décide de ne pas respecter sur le niveau supérieur, un peu comme, entre guillemets, je ne dis pas que c'est forcément ça, c'est comme un appel. Ah oui, on va à un niveau supérieur, on saisit la conférence des chefs d'État pour leur faire part, officiellement, puisqu'ils le savent, ils nous suivent, ils savent tout ce qui se passe, pour leur dire officiellement que voilà, le Bénin n'a pas respecté, etc. Et puis, à la conférence de décider. Nous, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que la conférence des chefs d'État va décider, mais certainement qu'ils décideront quelque chose. Et j'espère qu'on n'attendra pas encore ça. Et il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie à tout prix. Oui, il me semble qu'un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. Villiers. Vous avez à l'appareil peut-être dans toi table, je vous appelle depuis Védo. M. Villiers, je vous remercie pour avoir invité M. Donon, parce qu'il parle en tant que grand juriste, et nous le remercions. Je rectifie, je ne suis pas juriste. Okay. Le chef de l'État a refusé de se conformer à la décision d'une Cour dont le statut est incorporé dans la Constitution du 11 décembre 1990, alors qu'il est garant de l'exécution des décisions. Nous estimons que le chef de l'État, en agissant ainsi, viole son serment. Monsieur Donon, que pensez-vous de cette affirmation? Deuxième question. L'avocat Marc Ben Simon a déclaré que cette fois-ci, à cause de son métisement pour n'avoir pas respecté les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, il sera condamné à titre personnel à payer des dommages et intérêts à son compatriote Sébastien Javon en dehors de la condamnation de l'État béninois. Partagez-vous cet avis? Partagez-vous cette analyse? Excusez-moi. Troisième question pour finir. Nous constatons, les juristes constatent aujourd'hui que le comportement de chef de l'État est qualifiable d'une rébellion à un état de justice, fini par les caisses béninois. Êtes-vous de cet avis? Je vous remercie. Merci à vous. Deuxième auditeur, bonjour. Bonjour, Vigile. Christian Pardon, je vous appelle depuis Porto-Novo. Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct, Christian. Voilà, bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. J'ai deux questions pour vous. Oui. Ma première question, c'est de savoir, en tant qu'un opposant, vous qui êtes là, quelle démarche vous avez fait pour rencontrer les deux parties, les deux protagonistes de la FCBE, et El Gérontin, pour en savoir est-ce réel ils vont prendre part au dialogue politique. Parce qu'à vous écouter tout à l'heure, vous n'êtes pas sûr. Toute chose peut changer. Est-ce que vous avez mené des démarches en tant que votre confrère, je vais dire, parce que vous faites partie de l'opposition, est-ce que vous avez mené des démarches pour les rencontrer, pour avoir
avis réel. La deuxième question que je vais vous poser, monsieur l'invité, et moi, ça m'étonne beaucoup. Si chaque fois que vous, les opposants, vous veniez sur les antennes et vous dites que vous êtes en train de concocter des choses, que ça ne sera pas étalé, et chaque fois on vous poignarde sans retour. Est-ce que c'est une bonne chose de subir des coups, des grands coups comme ça, sans réagir et montrer aux faces du monde que vraiment vous êtes un opposant? Excellent dimanche à vous. Merci à vous. Troisième auditeur, bonjour. Jean Coton, bonjour Virgile. Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour. Fidèle Sonon, j'ai été surpris par votre déclaration selon laquelle les pourparlers pourraient ne pas conduire à l'annulation du 8e Parlement, auquel vous pourrez trouver le cas échéant des béquilles. Alors qu'au même moment, vous estimez que vous ne voyez pas cette institution contrôler les actions du gouvernement. Je note un quiproquo à ce niveau, vous allez me relever. Deuxième élément. Depuis bientôt 30 ans que nous nous sommes retrouvés dans l'espace de la démocratie, nous sommes à la recherche de l'homme providentiel pour amener les choses aux bons endroits, pour que l'enjeu ne tue pas le jeu, comme Lamine Cissé l'a dit hier sur le plateau du Regard sur le Monde. Sébastien Germain Adjavon, qui n'a pas forgé sa fortune sur les marchés publics, dans l'humanisme dont il a toujours fait preuve, au regard de ses œuvres caritatives, donne une lueur d'espoir comme ayant l'étoffe de celui qui peut sortir ce peuple de la précarité. Dites-nous, fidèle Sonon, si nous ne sommes pas en train de voir notre espoir s'évanouir lorsque, le 15 avril 2017, Sébastien Germain Adjavon, lors d'une sortie médiatique, a laissé entendre qu'en 2021, je mettrai désormais la barre haut. N'est-ce pas là un aveu d'échec qui le place au rang de faiseur du roi pour rester conforme à ses propos, toujours lors d'une interview où il disait « Je ne suis pas fomenté pour faire de la politique ». Sinon, vous nous direz le modèle d'homme d'État auquel il aspire, surtout quand on vous entend dresser une couronne de loge dans laquelle vous élisez Patrice Talon au rang de quelqu'un qui a réussi à mettre aux ordres la vieille garde. Je vous remercie. Allô? Oui, vous êtes le quatrième, bonjour. Oui, monsieur Vigile, bonjour, monsieur Sonon. Bonjour. Moi, je m'appelle quelqu'un Robert depuis Faïn. Oui, Le dialogue, oui. Si lieu est place de ce dialogue dans lequel le gouvernement va engloutir des millions, si le gouvernement gracie nos frères qui sont en exil, gracie nos prisonniers, quels seraient vos sentiments et l'état actuel de notre démocratie? Deuxième question, si le président du patronat était libre de ses mouvements et puis se déplaçait pour aller voir M. Dangote, est-ce que la fermeture et la crise que nous traversons ne seraient pas conjuguées au passé? Je vous remercie. Merci. Nous prenons le cinquième. Bonjour. Bonjour, Vigile. Monsieur Adibola depuis l'Angleterre. Oui, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invité qui a fait une bonne analyse de la situation au pays. Alors, j'ai une seule question. C'est Adibola quoi, s'il vous plaît? Adibola Marie, j'appelle depuis Manchester, en Angleterre. Oui. Alors, j'ai une seule question quand même à poser à l'invité. Alors, cher invité, ne pensez-vous pas qu'il est temps que le chef de l'État se débarrasse de tout ce qu'il a comme conseiller autour de lui? Parce que connaissant l'homme d'affaires Patrice Talon, on sait qu'il est super intelligent et il ne se laisserait pas à prendre des décisions allant à boycotter toutes les décisions des institutions auxquelles le Bénin a ratifié les conventions. Parce que s'il y a une sanction pécuniaire, ce n'est pas les conseillers qui sont autour de lui qui vont payer. À défaut de Patrice Talon lui-même, ce sera payé par le contribuable béninois. Alors, ma question ce matin, c'est est-ce qu'il n'est pas temps qu'il fasse un stop et se débarrasser de tous ceux qui sont autour de lui et qu'il prodigue de mauvais conseils? Ça, c'est ma seule question pour ce matin parce que votre invité a fait une analyse bien claire de la situation et le Bénin est très 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 mal vu
d'ailleurs, et nous autres qui vivons la situation de loin, on est un peu gênés, pour ne pas dire que nous avons honte. Merci beaucoup pour votre émission. Bon dimanche à tous. Merci, bon dimanche à vous aussi. Nous prenons un 6e et tout dernier. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je dis bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Je prends un seul sujet. On peut connaître votre nom d'abord? Mignon da Silva au téléphone, s'il vous plaît, avec beaucoup d'excuses. C'est pas grave. Je prends un seul élément du débat. Le dialogue. Ce dialogue, c'est la condition sine qua non au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc le président se retrouve le dos au mur et est obligé de le faire. Si vous étiez à la place du président Talon, monsieur l'invité, face au président Nicéphore Soglo, debout, le président Adjavon, debout, le président Yaïboni, debout, et face au président Candide Azanaï, debout, tous ces éléments-là, debout, aurez-vous le courage de les inviter à un dialogue? Donc, la décision du président d'exclure ceux-là de ce dialogue n'est pas une décision, mais c'est une peur, une crainte. Je voudrais savoir ce que vous pensez exactement de cette peur-là et pourquoi on a peur d'inviter le président Nicéphore Soglo, le président Adjavon, le président Yaïboni, le président Candide Azanaï. Je vous rends l'antenne. Nous revenons dans ce studio, Fidèle Sono, et donner réponse à ces différentes préoccupations. Je ne sais pas par où, par qui vous commencez. Excusez-moi. Essayons déjà d'aller dans l'ordre, et puis on verra bien. Alors, est-ce que le fait que le président de la République ou son gouvernement ne respecte pas les décisions donc, de la Cour africaine des droits de l'homme, est-ce que cela ne peut pas être assimilé à un parjure au viol de son serment, etc. Bon, écoutez, c'est une question d'opinion. Moi, je ne suis pas juriste. Les juristes sont mieux placés pour nous dire les termes qu'il faut. Mais ce que je sais, c'est que c'est en violation de notre Constitution. Ça, au moins, c'est très clair. Maintenant, il a aussi parlé de quelque chose. Et le dernier intervenant, je crois, ou l'avant-dernier, a dit la même chose. Et nous sommes aussi dans la même logique. Désormais, je pense que si nous réussissions, puisque nous sommes à l'ère des réformes, moi je voudrais suggérer une réforme au président Talon. Je crois qu'il a commencé. C'est véritablement de voter des lois, mais qui s'appliquent à tout le monde, y compris le président de la République lui-même, qui permet ou qui fait que les fonctionnaires zélés puissent répondre individuellement aux gaffes qu'ils auraient fait et ne se cachent plus derrière leurs fonctions. Qu'est-ce que je veux dire? Si c'est du fait, il a établi que c'est du fait propre du chef de l'État que cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas respectée et qu'il y a des conséquences, il faudrait qu'il réponde effectivement personnellement. Parce que ce que ça va créer, c'est que nous aurons désormais des fonctionnaires un peu plus sages. Parce que ça continue malheureusement. Il y a des fonctionnaires, pour plaire au chef, essayent d'utiliser leurs fonctions pour faire n'importe quoi contre tous les droits de l'homme parce qu'ils sont momentanément assez puissants. Donc je crois, et derrière je ne me souviens pas exactement cette loi-là, mais je sais qu'il y a une disposition qui est récente, mais qui semble ne s'appliquer, me semble-t-il, je peux me tromper, qu'aux fonctionnaires. Bon, donc on va commencer à faire la nuance entre APE, etc. Non, moi je voudrais que ça s'applique à tout le monde. Lorsque vous êtes dans une responsabilité, vous devez, en tant que technicien, savoir le faire dans les normes. Alors, quelle démarche nous avons faite pour rencontrer
nos amis de FCBE. Oui, non, c'est évident que nous les ayons rencontrés. Et je dis que je suis très heureux d'avoir lu que FCBE, même nouvelle version, ne participe pas. Enfin, elle n'a pas dit clairement qu'elle ne participe pas. Elle a posé des conditions, on attend sa réponse. Bon, écoutez, bon, vous verrez. Bon, de toutes les façons, vous verrez, ils ne participeront pas parce que eux-mêmes, ils ne vont pas continuer. Je parle de l'aile là, ils ne vont pas continuer à s'embourber. Hein. Ils n'y participeront pas parce qu'on ne va pas leur offrir ces conditions. Ils savent. C'est une manière de dire non, sans dire non. Donc, oui, c'est vrai, il y a des pourparlers, on se parle tout le temps. C'est pour ça que ceux qui disent que l'opposition est divisée, bon, ça me fait sourire. Est-ce qu'il y a des contradictions? À la suite, est-ce que vous avez essayé une médiation entre les deux ailes? Une médiation? Non, nous n'allons pas faire de l'ingérence. Nous avons des conseils. Et, bon, on appellera ça des conseils. On a rencontré les uns et les autres, on a échangé. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Les gens se sont justifiés. Et nous, on souhaite bien sûr qu'ils puissent trouver une solution à cette crise. Mais ça peut fragiliser, mine de rien, ça peut fragiliser l'opposition. Ça, non, écoutez, on dit parfois que ce qui ne vous tue pas vous renforce. Non, ça peut, écoutez, les contradictions peuvent plutôt renforcer. Ça dépend de comment vous gérez ces crises-là. Ces crises sont tout à fait normales. C'est comment vous les gérez qui vous fragilise ou vous renforce, moi je pense. Alors, non, quelqu'un a dit quelque chose que je dois rectifier tout de suite, hein, parce que il dit chaque fois, vous venez, vous dites que vous concoctez des choses, et puis après, on ne... On voit rien. On ne voit rien. C'est des coups que vous recevez. Et c'est tout. C'est des coups. Non, mais c'est ça. C'est ça la perception aujourd'hui. Dans la perception, ce n'est pas faux. Dans la perception, ce n'est pas faux. Mais je dis, il faut que les gens fassent. Il faut que les gens fassent une autre lecture. Lorsque vous démontrez que vous pouvez tirer à balles réelles sur des militants, lorsque vous démontrez que vous pouvez pousser la ruse à un point où vous êtes capable d'enfermer tout le monde, mais vous obligez les gens à développer une résilience et surtout de nouvelles méthodes. Et donc, je rassure les gens, que les gens soient rassurés que l'opposition travaille. L'opposition ne dort pas et c'est au résultat que vous verrez si l'opposition est en train de dormir ou pas. Mais je rappelle, si un président de la République dit qu'il ne dort pas, certainement que l'opposition ne dort pas. Je continue. Bon, les gens ont noté une contradiction. Non, c'est une analyse. Il faudrait, parce que notre appartenance à l'opposition ou à la mouvance ne devrait pas altérer notre capacité à réfléchir. Moi, j'ai dit, et nous faisons partie de cette frange de l'opposition qui n'exige pas la reprise des élections comme préalable au dialogue. Parce que lorsque vous exigez cela, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Soyons cohérents. La cohérence, ce n'est pas une contradiction, c'est une cohérence. Ce que j'essaye de dire, personne ne peut présager, on n'est pas des devins pour savoir que, au sortir de ce dialogue, ça va être nécessairement la reprise des élections. On pourrait sortir avec un autre mécanisme plus intéressant pour l'opposition que la reprise des élections. C'est ce que je veux dire tout simplement. Moi, je ne peux pas décréter. Je suis qui pour dire qu'il n'y aura pas de reprise? Non, c'est ce que l'opposition exprime. C'est l'une des exigences phares de l'opposition. Mais je dis, nous ne l'exigeons pas comme préalable. Il y a préalable et résultat. À exécuter avant de venir s'asseoir. Exactement. On s'assoit et on discute et on pourrait. Parce qu'avant d'aller à la conférence nationale, écoutez, toutes les inventions que nous avons eues, personne ne pouvait dire d'avance qu'on allait faire ceci ou cela. Non, c'est en discutant qu'on pourrait trouver... mais je rassure les gens, ce n'est pas une conférence nationale bis, parce qu'on en a peur aussi. Alors, le président Javon a dit qu'il mettrait là-bas haut. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il veut faire encore faiseur de roi? Non, 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 du tout. Ça n'est pas la bonne lecture pour ce que j'en sais. Non, c'est pour dire justement que, oui, c'est... Les niveaux d'exigence, de ceux pour qui on travaille. C'est une manière d'appeler les militants à
prendre la mesure des choses. Ce n'est pas pour dire non, je ne comprends pas du tout qu'on veuille faire encore un faiseur du roi. Non, le président Dagbo est très déterminé. Ou plutôt c'était adressé à Talon pour dire qu'il mettra tout en œuvre pour être président de la République, pour le remplacer au fait. Bon, écoutez, merci, ça c'est une autre lecture. Hein, c'est une autre lecture, mais c'est de dire, j'y suis. Et c'est justement ça l'ennui qu'il a jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'on le prend très au sérieux aussi. Hein. Sinon, vous croyez qu'on serait en train d'emmerder quelqu'un qui ne signifie rien. Vous admettez que stratégiquement, c'est une mauvaise phrase, une phrase de trop. Oh, ben écoutez, pas forcément. Pas forcément. Ce n'est pas... écoutez, les États-Unis ont toujours annoncé les couleurs, mais cela ne veut pas dire que... Tout le monde n'est pas les États-Unis. Tout le monde n'est pas challenger des États-Unis. Oh, ben écoutez... c'est comme je l'ai dit, hein, c'est à la tombée de la nuit qu'on sait que le joueur de poker sait s'il a gagné ou pas. Donc, moi, je souhaite que les gens soient rassurés et attendent la fin du jeu. Et il y a M. Da Silva qui pose une question. C'est un questionnement, j'allais dire. Hein. Il dit, est-ce que vous voyez le président Talon inviter toutes ces personnalités à un dialogue? Écoutez, c'est de bonne guerre. Il a peut-être peur, comme certains disent, qu'on lui impose une conférence nationale bis, alors que, selon lui, il n'y a qu'un problème politique. Et donc, on n'invite que les partis politiques, pas même les acteurs politiques. Mais franchement, moi, je crois qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Il faut prendre la mesure de la situation actuelle. Il y a une crise profonde. Les gens sont morts. Il y a eu des risques énormes pour notre démocratie, etc. Il ne faut pas qu'on laisse l'hémorragie se poursuivre. On peut trouver les mécanismes. On peut cadrer. On peut encadrer les choses. On peut canaliser de sorte que ce qu'on crée n'arrive pas. Et je crois que nous avons une constitution qui est encore en vigueur. On fera les choses dans le strict respect de la constitution en vigueur et on va dialoguer autour du contentieux qui se trouve être les élections législatives. Et donc, pour moi, il peut inviter toutes ces personnalités pour qu'on puisse s'asseoir. Il suffit simplement qu'on trouve un bon manager pour ce dialogue-là et que les choses réussissent. Donc, il n'y a pas moyen. J'espère que je n'ai pas le modèle d'État. Bon, le modèle d'homme d'État que je pense que le président Javon est. Non, mais écoutez, tout est. Il incarne l'idéologie sociale libérale. Il incarne l'idéologie sociale libérale. Et je dis, quel que soit le parti politique aujourd'hui, je crois que c'est l'idéologie qui sied mieux à notre pays. Il faut créer la richesse et il sait le faire. Il l'a fait, il a montré sa preuve et donc il s'est partagé. Et donc c'est la création et la redistribution équitable avec un regard plus bienveillant envers les personnes les plus défavorisées. Il sait le faire, et voilà l'homme d'État qu'il est. C'est celui qui sait créer la richesse, parce qu'il faut créer avant de partager. Et donc, voilà l'homme qui aspire à gouverner autrement ce pays. Et bon, ceux qui disent que, oui, parce que j'entends dire ça déjà, hein, on dit, ah non, mais les hommes d'affaires, moi je m'en méfie maintenant. Ah, les hommes d'affaires, je m'en méfie maintenant. Ont-ils raison ou pas? Non, ils n'ont pas raison. Pourquoi? Ah non, attention, il y a hommes d'affaires. Non, écoutez, ce n'est pas la fonction de quelqu'un qui fait de lui ce qu'il est. C'est ce que la personne est fondamentalement. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Le président Sébastien Javon est un homme d'affaires prospère. Il sait créer la richesse. Et lorsque vous voulez juger quelqu'un, jugez la personne à ses pratiques. Nous avons vu cet homme, et même malgré la situation actuelle où on l'asphyxie économiquement, vous avez vu, ses œuvres ont continué. C'est quelqu'un de fondamentalement, entre guillemets, partageur. Mais il a bien de Benoît qui dit Talon est un homme d'affaires, je l'ai vu aux affaires, à la gestion. Sébastien Javon est aussi un homme d'affaires, donc je m'en méfie. Non, peut-être que nous allons dédier une autre émission
cette nuance. Ce n'est pas une nuance, c'est une différence. C'est même une différence. Ok, c'est une différence. Vous savez, il y a des hommes d'affaires qui savent ajouter de la valeur pour commercialiser, mais il y a des hommes d'affaires, des affaires. Hein? Donc, je crois qu'il y a une différence. Et je le dis une fois encore, regardez les hommes et non les fonctions dans lesquelles ils sont. Ce n'est pas parce qu'on aspire à la magistrature suprême qu'on cesse d'être quelqu'un qui sait créer la richesse, mais surtout qu'on cesse d'être quelqu'un qui sait partager. Conseil à Patrice Talon, Adibo, Marius l'a demandé. Conseil à Patrice Talon. Faut-il se débarrasser de ses conseillers? Je suis tout petit dans mon soulier. Est-ce que j'oserais conseiller le président Talon? Moi, écoutez, pour être honnête, moi j'ai entendu des gens, pas des moindres, et ne comptez pas sur moi pour donner des noms, dire que c'est plutôt le chef qui n'écoute pas. Non, ça, parce qu'il faut lire les choses dans les deux sens. Est-ce que vous croyez plus? Écoutez, moi j'ai tendance à croire les deux. J'ai tendance à croire les deux. Parce que vous savez, au Bénin, nous avons une manie. Tout le monde, tous les Béninois. C'est-à-dire, on est très hypocrite. On veut plaire au chef. Les gens, même certains de ceux qui disent « Ah ben il n'écoute jamais, ah il n'écoute jamais ». Combien de gens osent dire la vérité au chef? Non, tout le monde craint de déplaire. On ne dit pas la vérité au chef. On craint de ne plus avoir ses faveurs. Donc, mais après, en privé, on dit ah, « oui, on le lui dit toujours, il ne veut pas comprendre ». Donc, il y a cette vérité que très peu de gens disent la vraie vérité au président Talon. Mais il y a aussi que certaines personnes n'ont pas l'environnement qu'il faut. Parce que moi, j'ai assisté à cette scène où, honnêtement, moi, j'ai vu des ministres de la République qui sont des techniciens de leurs choses. Et le président est en train d'opiner en premier lieu sur des sujets techniques. Moi, je ne crois pas en cette méthode. La méthode, la bonne, serait que le président de la République laisse les techniciens parler et qu'il corroborent ou concluent. On arrive au thème de cette émission. Écoutez, moi, je voudrais simplement rassurer pour dire que l'opposition ne dort pas, l'opposition travaille. Et c'est pour ça que je disais que le dialogue est une diversion. Les sujets les plus importants, et un sujet que nous n'avons pas abordé, je conclue là-dessus, c'est maintenant la dette du Bénin. 3200 et quelques milliards. La dette du Bénin, c'est presque 1000 milliards par an. C'est la moitié, plus que de la moitié de notre budget. Et l'année qui vient, 2020, c'est le dernier budget. Il faut que les gens se rendent compte. Le dernier budget du président Talon, de ce quinquennat, c'est bien cela. Et regardez le PAG. Dans les 45 projets phares, regardez le PAG. J'ai lu le rapport de fin d'année du budget de l'exercice 2018. On m'a dit 26%, 26,7% ont été injectés, de ce budget, ont été injectés dans l'efficacité de l'administration. Mais voilà ce que j'appelle des choses vachement immatérielles. Un sujet... voilà les questions importantes. L'endettement du Bénin, la soutenabilité de la dette. Comment est-ce qu'on fait le service de la dette? Voilà les questions essentielles pour l'USL. Merci à vous, Fidèle Sonon. Je rappelle que vous êtes conseiller au cabinet du président d'honneur de l'USL. Cette émission, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis avec René Tatou à la technique. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.